Octobre 1988. Hôtel Plaza, au cœur de New York. Des ouvriers en bleu de travail sillonnent la salle des boiseries, arrachant des appliques en laiton centenaire à ces murs d'acajou restés figés dans le temps depuis l'inauguration de l'établissement en 1907. 80 ans d'héritage, balayés le temps d'un après-midi. Sacrifiés sur l'autel de la rentabilité et d'une modernité de façade voulue par le nouveau maître des lieux. Le palace le plus emblématique du continent américain ne subit pas une simple rénovation. Il se fait vider de ses entrailles, transformé en machine à cash par un individu ayant contracté un emprunt vertigineux de près d'un demi-milliard de dollars pour s'en emparer. Il n'y a eu aucune perte humaine. Pourtant, la mort a bien frappé en ces murs. C'est l'âme même des lieux qui s'est éteinte. Cette atmosphère façonnée par des décennies de rencontres entre le personnel et les visiteurs se cachait à nul autre pareil. Ce supplément d'âme qui élevait le Plaza bien au-delà d'une simple étape de prestige. Pour saisir comment le joyau de l'hôtellerie américaine s'est mué en un champ de bataille dévasté par l'orgueil et la soif d'or, il faut remonter le temps. Jusqu'à l'époque où cet édifice n'était encore qu'une étincelle dans l'esprit d'un visionnaire, désireux de bâtir une merveille inédite sur cette terre. Si plonger dans les zones d'ombre de l'âge d'or américain et de ses fortunes vous fascine, n'hésitez pas à vous abonner. Le Plaza trône majestueusement à l'intersection de la 5e avenue et de Central Park South. 18 étages de calcaire sculptés dans la plus pure tradition de la Renaissance française, dressés face aux parcelles les plus convoitées des États-Unis. Depuis plus de 100 ans, prononcer ce nom ne relève pas du hasard. C'est l'incarnation de l'opulence, du prestige absolu, l'affirmation incontestable d'une réussite éclatante. Franchissez ces portes à tambour et vous basculez dans une dimension parallèle. Un univers pensé pour réduire la banalité du quotidien à un lointain souvenir. Ces dallages marbrés résonnent encore de l'empreinte laissée par toutes les figures marquantes de la nation. La lueur de ces lustres magnifie les traits, effaçant d'un coup de pinceau la fatigue du voyageur le plus éreinté. Bien plus qu'un simple hébergement, c'est un véritable théâtre. Cette bâtisse compte d'ailleurs plus de rôles au cinéma que bien des stars d'Hollywood. Le grand Alfred Hitchcock y a immortalisé des séquences inoubliables pour La mort aux trousses. Le palace joue son propre rôle dans Gatsby le Magnifique, et ce dans les deux adaptations. Maman, j'ai encore raté l'avion a même métamorphosé son hall en une immense cour de récréation pour un petit garçon armé d'une carte de crédit subtilisée. On y a vu Crocodile Dundee errer dans ses couloirs, totalement désarçonné par ce faste à l'américaine. Quasiment toutes les romances tournées sur le sol new-yorkais finissent un jour ou l'autre par s'échouer devant ses portes. Dès lors qu'un réalisateur cherche l'allégorie parfaite du luxe et du raffinement, son objectif se braque sur cette façade mythique. L'édifice s'est érigé en un personnage à part entière dans le grand roman national. Les chiffres en disent long. Lors de l'inauguration de la structure actuelle, le 1er octobre 1907, la facture des travaux s'élevait à 12,5 millions de dollars. Une somme colossale qui avoisinerait aujourd'hui les 400 millions. Les plans initiaux abritaient 800 chambres, réparties sur une impressionnante hauteur de 19 niveaux. L'établissement ne comptait pas moins de 500 salles d'eau privatives, à une époque où la norme se limitait encore aux sanitaires communs au fond du couloir. Un standing proprement avant-gardiste. L'eau courante à portée de main pour chaque résident. Des postes téléphoniques dans l'intégralité des appartements et un réseau de tubes pneumatiques capables de propulser les courriers d'un étage à l'autre bien plus vite que le plus vif des grooms. À ces prouesses techniques répondait une excellence artisanale absolue. Il a fallu des quantités astronomiques de marbre pour paver le grand hall, de quoi recouvrir un pâté de maison tout entier. 1650 luminaires de cristal ont été suspendus au plafond par les compagnons au fil du chantier. Sous la verrière colorée de la cour des palmiers, la simple dégustation d'une tasse de thé confinait à l'élévation spirituelle. Le bois habillant la salle de l'Oak Room fut tiré d'étendues forestières aujourd'hui disparues. Quant aux fresques du bar, elles immortalisaient un New York de la belle époque qui s'évaporait déjà avant même que les pigments ne soient secs. La moindre moulure transpirait l'éternité. Ce monument de pierre était taillé pour survivre à ses propres créateurs. Toutefois, se limiter aux données brutes occulterait la véritable essence du Plaza. Loin d'être un simple repère pour bourses bien garnies, c'était le grand amphithéâtre où l'élite américaine se mettait en scène pour flatter son ego et éblouir le reste du globe. Feuilleter les registres de la réception
revient à lire l'histoire du XXe siècle à travers ses paraphes. Dès les premières lueurs du palace, Mark Twain y a pris ses quartiers. Il trônait dans le hall, distillant son esprit fulgurant aux curieux qui s'en approchaient. F. Scott Fitzgerald en a fait sa garçonnière régulière au cours de la décennie 1920. Une fidélité qui s'est soldée par une interdiction d'entrée après que l'écrivain s'est offert une baignade alcoolisée dans la fontaine Pulitzer, juste devant le parvis. Le scandale est entré dans la légende. L'auteur n'en a eu cure. Sous sa plume, l'hôtel s'est mué en l'ultime métaphore du rêve américain, un mirage scintillant, mais inexorablement maudit. En février 1964, les Beatles sont carrément réquisitionnés à un niveau complet. Une marée de fans a assiégé les murs pendant des journées entières, donnant d'énormes sueurs froides aux forces de l'ordre. Le groupe, lui, donnait ses conférences de presse dans ces mêmes salons où s'étaient autrefois prélassées les têtes couronnées. Le grand architecte Frank Lloyd Wright en a fait sa demeure durant des années, le temps d'esquisser les courbes du musée Guggenheim. Un locataire paradoxal, qui pestait sans relâche contre l'exorbitance des tarifs, tout en s'accrochant viscéralement à sa suite. C'est également sous les ors de la grande salle de bal que Truman Capote a orchestré sa mythique soirée en noir et blanc en 1966. De Frank Sinatra jusqu'au modeste couple du Kansas, qui avait nourri le récit de sang-froid, la liste des conviés donnait le vertige. Cette orgie mondaine lui a coûté une somme astronomique, mais la cible de Capote fut atteinte en plein cœur. L'événement a clamé haut et fort que l'institution restait le soleil autour duquel gravitait toute la sphère mondaine du pays. À partir du mandat de Theodore Roosevelt, pas un seul président américain n'a manqué de fouler ce tapis rouge. Pour l'ensemble des dignitaires étrangers, ce palace représentait l'unique refuge digne de ce nom sur la péninsule new-yorkaise. Des signatures de traités de paix au conclave feutré, en passant par les galas diplomatiques, ces murs ont été les témoins silencieux des bouleversements géopolitiques mondiaux. Dans le secret de ces appartements luxueux, se scellait le destin de millions d'âmes qui n'en franchiraient jamais le seuil. Si l'élite s'y donnait rendez-vous pour consolider son influence, l'établissement offrait également un refuge intemporel à une clientèle établie à l'année. Loin d'être une simple halte de passage, l'endroit attirait les veuves fortunées qui, fuyant la solitude d'immenses demeures, venaient y trouver le réconfort d'un service irréprochable. De grands capitaines d'industrie y posaient leurs valises au crépuscule de leur vie, pour ne plus jamais en repartir. Quelques héritières au caractère fantasque délaissaient leurs châteaux familiaux au profit de ce sanctuaire où un personnel dévoué effaçait le moindre tracas du quotidien. Tels des joyaux de famille, certains de ces espaces prestigieux se transmettaient de génération en génération au sein d'une même lignée. De jeunes enfants y faisaient leurs premiers pas, s'éveillant à la vie dans de majestueux corridors conçus à l'origine pour éblouir les chefs d'État en visite. Plus que de simples clients, ces habitants au long cours formaient un véritable voisinage, partageant chaque matin leur café sous les palmiers de l'élégant jardin d'hiver. Une familiarité discrète s'installait. On devinait les intonations de chacun dans l'intimité des ascenseurs, et l'on appelait les portiers par leurs prénoms. Ces mêmes employés voyaient grandir les fils et les filles, puis les petits-enfants, tissant ainsi un lien exceptionnel au cœur d'une mégalopole d'ordinaire si impersonnelle. Loin de l'esprit mercantile, ce microcosme reposait sur la fidélité, transformant le palace en un véritable petit village suspendu hors du temps. Une solidarité naturelle unissait les locataires, tandis que les membres du personnel devenaient de véritables confidents, presque des parents d'adoption. Les concierges vétérans avaient vu éclore des dynasties entières entre ces murs majestueux. C'est précisément cette magie que l'autrice Kay Thompson a su capter en donnant vie au personnage d'Héloïse. Ce célèbre conte pour enfants, mettant en scène une petite fille habitant les lieux, illustrait une réalité fascinante. Un univers parallèle palpitait secrètement derrière les dorures. Sous le faste des réceptions mondaines se dissimulait en effet un écosystème intime, régi par ses propres codes et battant à son propre tempo. L'héroïne de papier dévalait des couloirs qui, dans la réalité, résonnaient des rires enfantins depuis des décennies. Et ses commandes extravagantes en chambre ne faisaient que refléter le quotidien des véritables pensionnaires. Si l'œuvre a tant marqué les esprits, c'est parce qu'elle dévoilait au grand jour le privilège secret de ses habitants. Résider ici, c'était faire partie intégrante d'une légende. Pendant très longtemps,
l'institution est restée à l'abri des tempêtes spéculatives, jalousement conservée par ses bâtisseurs initiaux pendant de longues décennies. Lors des rares cessions, les nouveaux acquéreurs mesuraient pleinement l'enjeu. Il ne s'agissait pas d'une simple transaction immobilière ou du rachat d'une marque célèbre, mais bien de la reprise d'un monument de l'histoire. Ils endossaient un devoir de préservation envers un lieu profondément enraciné dans le cœur d'innombrables individus. Le niveau d'exigence demeurait inflexible, porté par des employés fiers qui ne toléraient aucune baisse de qualité. Les rituels d'antan étaient méticuleusement perpétués pour satisfaire une clientèle fidèle. On savait alors que l'âme véritable du lieu résidait dans cette atmosphère impalpable, bien au-delà de toute estimation financière. Puis, la valse frénétique des rachats a soudainement précipité le rythme. Lorsque le magnat Conrad Hilton s'en empara en l'an 1943, son regard se posa sur ce chef-d'œuvre avec la froide logique de la rentabilité d'entreprise. Les rendements bondirent, tandis que le charme singulier de l'endroit commençait à s'étioler. Plus tard, le groupe Westin Hotels viendrait à son tour ajouter son nom au registre des propriétaires. Chaque changement de direction imposait ses propres mutations invisibles. Sous couvert de modernité, on taillait dans les dépenses, et les nouvelles doctrines managériales servaient d'alibi au licenciement. Une succession de concessions, mineures en apparence, qui finirent pourtant par ronger inexorablement l'essence même du lieu. Les premiers à souffrir de cette érosion furent naturellement les locataires à l'année. Les rotations d'effectifs s'emballèrent et les sourires familiers s'évaporèrent du jour au lendemain, dans le plus grand des silences. Désormais, le nouveau personnel ignorait tout des habitudes ou de l'identité des habitants. Ce qui fut jadis un foyer se transformait doucement en une vaste usine hôtelière, englobant froidement leur demeure. Si quelques voix s'élevèrent pour protester, beaucoup se résignèrent silencieusement, jugeant la fatalité de ces bouleversements inéluctables. Une poignée d'irréductibles se mit en quête d'un autre port d'attache, même si faire ses adieux à cette adresse revenait à tirer un trait sur des pans entiers de leur existence. À l'aube des années 1980, cet établissement de légende fut réduit au statut de simple objet de convoitise, vendu aux plus offrants dans une surenchère de millions. Cette aura prestigieuse draina inévitablement un tout autre profil d'investisseurs. Des promoteurs obsédés par la valeur du terrain bien plus que par les pierres elles-mêmes, et des requins de la finance grisés par la puissance d'une marque, mais totalement insensibles au poids de l'héritage historique. Il faut dire que l'édifice se dressait majestueusement sur l'une des parcelles les plus inestimables de toute l'île de Manhattan. Chacune de ces 800 chambres représentait un potentiel appartement de grand standing, promis à la revente pour des sommes astronomiques. Quant aux espaces occupés par les locataires de longue date, leur transformation promettait des bénéfices vertigineux. La tentation financière était étourdissante. Le plan était simple. Vider la structure de son âme, préserver la coquille historique et en tirer un profit absolu. Fort heureusement, au cours de l'année 1986, une véritable muraille protectrice fut érigée. La commission chargée de sauvegarder le patrimoine de la ville accorda le statut de monument historique à plusieurs salons intérieurs grandioses. Parmi eux se trouvait le majestueux jardin sous verrière et sa célèbre coupole, ainsi que le salon et le bar en chêne, véritable chef-d'œuvre de boiserie irremplaçable. Sans oublier l'immense salle de réception, théâtre des festivités mythiques orchestrées en son temps par l'écrivain Truman Capote. Désormais, aucune retouche n'était permise sans l'aval strict des autorités. Cette consécration donnait enfin raison aux défenseurs acharnés du patrimoine qui militaient depuis si longtemps. Elle prouvait que la richesse de cet emblème new-yorkais surpassait largement l'élégance de ses façades en pierre de taille. Les décors somptueux de ces salles incarnaient un savoir-faire artisanal définitivement perdu. Cependant, ce bouclier juridique comportait des failles. S'il préservait l'architecture de la destruction et des métamorphoses brutales, il s'avérait impuissant à sauvegarder l'âme des lieux. Aucune loi ne pouvait interdire à la nouvelle direction de remercier le personnel le plus fidèle. Aucun texte officiel n'empêcherait l'abolition insidieuse de tous ces petits privilèges qui permettaient aux résidents de longue date de s'y sentir chez eux. Aucune loi ne pouvait sauvegarder cette âme collective, ce lien invisible tissé patiemment au fil des décennies. Un promoteur aurait le pouvoir d'éviscérer l'essence même de ce joyau, le réduisant à une simple façade majestueuse,
sans pour autant enfreindre la moindre loi sur le patrimoine. L'année 1988 marqua sa mise sur le marché, éveillant immédiatement la convoitise d'innombrables acquéreurs. Plus de 400 millions de dollars étaient exigés pour la bâtisse et son prestige. À ce prix, on n'achetait pas de simples murs, mais un fragment pur de la légende américaine. Restait à savoir si l'un de ses prétendants saisirait la véritable nature de son acquisition. Si l'un d'eux daignerait préserver cette richesse invisible qui n'apparaît sur aucun bilan comptable, le palace trouverait-il un maître aimant ou sombrerait-il comme simple trophée? Les luttes de pouvoir pour s'en emparer allaient attirer les figures les plus sulfureuses du pays. Des manias de l'immobilier, portés par des ambitions démesurées et lestés de dettes colossales. Des nababs venus des quatre coins du globe, en quête de trophées prestigieux, sans oublier ces fonds souverains étrangers qui réduisaient les monuments nationaux à de vulgaires placements financiers. Tous allaient jurer leur grand Dieu de restaurer et de chérir les lieux. Presque aucun n'honorerait sa parole. Cette institution d'apparence immortelle s'apprêtait à faire une cruelle découverte. La vitesse vertigineuse à laquelle un monument peut s'effondrer sous le regard de ceux qui n'y voient qu'une montagne de billets. Pourtant, bien avant la valse des stars, les scandales, les procès et les faillites retentissantes, il y eut un homme porté par une vision grandiose. Son nom, Harry Black. En l'an 1905, cet homme prit le pari fou de raser l'ancien établissement pour ériger une merveille alors inconnue du reste du monde. L'hôtellerie n'était pas son métier. C'était un faiseur de rois, un stratège des affaires. Né en 1863 dans l'Ontario canadien, il avait franchi la frontière dans la fleur de l'âge, assoiffé de conquêtes. C'est dans le bâtiment qu'il forgea son destin, non pas en empilant les moellons, mais en orchestrant le ballet financier des grandes constructions. À l'aube de la décennie 1890, il s'était déjà hissé à la tête de la George A. Fuller Company, un véritable titan de l'industrie du pays. Cette entreprise élevait des gratte-ciel. Véritables pionniers, ils avaient inventé les méthodes révolutionnaires permettant aux tours de tutoyer les nuages. Cependant, l'homme avait compris une vérité fondamentale. La fortune ne résidait pas dans les échafaudages, mais dans la mainmise totale sur la terre qui soutenait les fondations. L'année 1901 le vit orchestrer une fusion magistrale, donnant naissance à la US Realty and Construction Company. Cet empire naissant régnait non seulement sur les chantiers Fuller, mais possédait également d'immenses étendues foncières en plein cœur de Manhattan. Sacré grand patron de ce conglomérat, il n'avait que 38 ans, s'imposant déjà comme l'un des seigneurs les plus redoutés de l'immobilier new-yorkais. Dévoré par une ambition dévorante, il rêvait d'ériger des temples de pierre capables de vaincre l'épreuve du temps et de lui survivre. Le premier établissement portant ce nom avait ouvert ses portes en 1890 à la croisée de la 5e avenue et de la 59e rue. S'il attirait la clientèle, il manquait cruellement de panache. Un banal édifice de briques haut de 8 étages dont l'allure semblait déjà obsolète le jour de son inauguration. Aux alentours de 1905, le paysage urbain avait entamé sa métamorphose. Central Park s'était épanoui pour devenir l'immense poumon vert de la métropole. La 5e avenue s'imposait alors comme l'artère la plus fastueuse du pays. Face à ce faste, la vieille bâtisse faisait triste figure. Là où le regard commun ne percevait qu'un établissement convenable, lui vit une aubaine. Il persuada ses bailleurs de fonds de réduire les murs en poussière pour y faire jaillir l'inimaginable. Il ne s'agissait pas d'ajouter quelques chambres, mais de forger le plus colossal et le plus somptueux des palaces jamais conçus. Un sanctuaire majestueux, destiné à dicter l'avenir de l'art de recevoir à l'américaine. L'homme parvint à réunir un trésor de guerre de 12,5 millions de dollars. En 1905, une telle fortune relevait du mirage, signant ainsi une promesse claire. Rien ne serait trop beau, ni trop cher. Pour dompter l'espace, son dévolu se porta sur l'architecte Henry Janeway Hardenberg. Un choix minutieusement calculé, dépourvu du moindre hasard. Ce maître d'œuvre avait déjà enfanté deux des édifices les plus mythiques de la nation. D'abord, la célèbre résidence Dakota, dressée à l'ouest du parc et achevée en 1884. Ensuite, l'illustre Waldorf Astoria originel, trônant sur la même avenue,
dont les pierres furent posées par étapes entre 1893 et 1897. Ce visionnaire savait sculpter la pierre de manière à ce que l'édifice crie sa majesté aux passants, des rues à la ronde. Il maîtrisait l'art d'aménager des volumes où l'élite fortunée se sentait flattée à sa juste valeur. Son idée de génie? L'allure d'un majestueux château de la Renaissance française. 19 vertigineux étages, mêlant briques et pierres calcaires, jaillissant triomphalement à l'angle sud du parc et de la mythique avenue. Les lignes architecturales murmuraient l'élégance de la noblesse européenne, sans tomber dans le plagiat. C'était la fortune du Nouveau Monde qui s'inventait enfin son propre lignage. La silhouette serait couronnée d'une spectaculaire toiture en cuivre oxydé d'un vert profond. Un phare visible depuis chaque recoin de la lisière sud des jardins. 2 tours jumelles encadreraient la face principale, tandis que le porche dévoilerait un hall titanesque, imaginé pour écraser d'admiration le visiteur par sa démesure. Les premiers coups de pioche retentirent en 1905, à une cadence infernale. Pourtant, le terrain était loin d'être docile. Dompter un carrefour exigeait d'harmoniser 2 façades ouvertes sur la ville, tandis que l'ascension vertigineuse du projet impliquait des prouesses techniques inédites. Les ouvriers durent transpercer les entrailles de Manhattan pour ancrer les piliers dans la roche-mère. Puis l'ossature d'acier s'élança dans les cieux, étage après étage, tout au long de l'année 1906. Aux prémices de 1907, la coquille monumentale tutoyait déjà l'achèvement. Les mois suivants furent dévorés par le travail d'orfèvre des aménagements intérieurs. La splendeur des décors tenait tête à la mégalomanie des façades. L'architecte exigea que l'on achemine les trésors des 4 coins de la planète, des blocs de marbre venus d'Italie pour daller les sols et sculpter les colonnades. Le cristal le plus pur d'Europe pour faire pleuvoir la lumière des lustres. Et des essences de bois d'une rareté inouïe pour habiller les alcôves mondaines. Le palme courte fit l'objet de soins tout particuliers. C'est dans cet écrin que l'on viendrait déguster le thé de l'après-midi, à l'ombre délicate d'une voûte en vitrail. La clarté singulière qui traversait ces verres colorés allait entrer dans la légende, devenant des décennies durant la quête absolue de tout photographe. Le rez-de-chaussée offrait une place de choix à 2 espaces majestueux, le Oak Room et le Oak Bar. Hardenberg avait pensé ces lieux comme des sanctuaires exclusivement masculins. Les boiseries sombres et les fresques bucoliques y côtoyaient un mobilier massif, taillé sur mesure pour ces hommes d'influence venus débattre d'affaires capitales. Pendant des dizaines d'années, la gent féminine se verrait interdire l'accès à ces salons. Une ségrégation qui illustrait parfaitement les préjugés d'une époque révolue. Si cette politique finit par entacher la réputation de l'établissement, en 1907, elle apparaissait comme une évidence, voire un summum de sophistication. Les chambres, quant à elles, abritaient des prouesses technologiques qui laissaient les voyageurs pantois. Chacune disposait de son propre appareil téléphonique, relié à un standard central. Plus inouï encore, chaque appartement bénéficiait de sa propre salle d'eau, dispensant l'eau chaude et froide à volonté. Un ingénieux réseau de tubes pneumatiques faisait voyager les missives d'un étage à l'autre en un éclair, tandis que le chauffage central enveloppait l'édifice d'une chaleur douce, défiant les caprices du ciel. Ces commodités qui nous paraissent aujourd'hui banales incarnaient en 1907 l'avant-garde absolue de l'hôtellerie mondiale. C'est le 1er octobre 1907 que le Plaza dévoila ses fastes au grand jour. La haute société new-yorkaise en fit l'événement mondain de l'année, et le New York Times lui consacra des pages entières de chroniques louangeuses. Bien avant même que les portes ne s'ouvrent, l'établissement affichait complet, et d'interminables listes d'attente s'allongèrent instantanément pour les séjours à venir. Les appartements luxueux, initialement conçus pour des locations hebdomadaires, séduisirent des locataires désireux de s'y installer à l'année. Le triomphe de Black balayait toutes les prévisions. Plus qu'un simple palace, c'est une véritable légende qu'il venait de bâtir. Instantanément, le Plaza s'imposa comme le refuge incontournable des têtes couronnées en voyage et de l'aristocratie américaine. L'édifice régnait en maître sur son carrefour de la 5e avenue. Sa toiture aux reflets de cuivre oxydé servant de phare à tout le centre de Manhattan. Chaque sculpture ornant ses murs exsudait l'opulence et l'éternité, et les retombées pécuniaires se hissèrent très vite à la hauteur de ce chef-d'œuvre de pierre. Dès sa première année pleine, l'hôtel engrangea des bénéfices faramineux.
facturant ses nuitées à des tarifs qui éclipsaient totalement la concurrence. La présence des résidents à l'année assurait une manne financière constante, insensible aux flux et reflux des saisons touristiques. Si le pari financier de Black se révélait extraordinairement lucratif, le roman de sa vie allait s'assombrir. Son appétit de bâtisseur dépassait largement les murs du Plaza. Tout au long des années 1910 et 1920, il ne cessa d'étendre l'empire immobilier de la US Realty. Mais lorsque la bourse s'effondra en 1929, son royaume de ciment et d'acier fut emporté dans l'abîme. Des joyaux immobiliers jadis inestimables ne valaient plus rien, et les dettes, autrefois maîtrisées, se mutèrent en un fardeau mortel. Le 19 juillet 1930, Harry Black mit fin à ses jours dans sa propriété de Long Island à l'âge de 67 ans. L'architecte du triomphe du Plaza ne put jamais survivre à la ruine de son empire. C'est une tragédie qui se répéterait inlassablement. Ceux qui élèvent des monuments immortels ont rarement le privilège d'en savourer les fruits. Le Plaza survivrait à Harry Black, tout comme il survivrait à tous ceux qui lui succédèrent. Ses lustres continueraient de briller de mille feux, indifférents au royaume qui naissait et mourait à ses pieds. Les murs de pierre n'avaient que faire du nom inscrit sur les titres de propriété. Leur seul but était de traverser le temps. Hardenberg survécut à Black, mais dut assister, impuissant, au crépuscule de sa propre gloire. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le vent tourna. L'architecture flamboyante qu'il maîtrisait tant n'était plus qu'une relique du passé. L'ère du modernisme prenait désormais le dépouillement. Pour la nouvelle génération de bâtisseurs, les façades théâtrales de Hardenberg n'étaient plus que de vieilles excentricités. Il s'éteignit en 1918, à peine 11 années après l'inauguration du Plaza. Les éloges funèbres ne tarirent pas de louanges sur l'édifice qu'il avait imaginé. On le célébra comme son chef-d'œuvre absolu. Un verdict que plus d'un siècle d'histoire n'a jamais démenti. Le géant conçu par Black et Hardenberg en 1907 avait pour vocation d'éblouir le monde. Le pari fut tenu. Pourtant, un palace ne sera jamais un foyer familial. Il n'est pas l'héritage d'une même lignée se transmettant de génération en génération. Il appartient, l'espace d'un instant, à chaque âme qui en franchit le seuil. Il est la propriété éphémère du voyageur qui s'y assoupit, autant que des mains invisibles qui en lissent les draps. Et, en fin de compte, il se plie aux volontés de son acquéreur du moment. La chronique des âmes célèbres qui y ont séjourné se confond intimement avec celle des manias qui l'ont possédé. Chaque maître des lieux y a gravé sa propre empreinte. Certains ont veillé jalousement sur cet héritage. D'autres l'ont saigné à blanc avant de disparaître. L'édifice a tout enduré, encaissant chaque mutation sans jamais vaciller. Cette force d'âme lui serait vitale, car le siècle à venir allait lui faire traverser d'innombrables tempêtes. Franchir les portes du Plaza en 1920, c'était pénétrer dans un micro-royaume du vieux continent, mystérieusement enraciné au cœur de Manhattan. Le hall d'accueil imposait le respect avant même qu'une parole ne soit prononcée, avec ses piliers de marbre s'élançant vers des cimes lointaines. Des cascades de cristal projetaient des éclats lumineux sur des parquets frottés à la perfection, tandis que les chasseurs, sanglés dans des uniformes impeccables, se mouvait avec une rigueur toute martiale. L'évidence sautait aux yeux. Vous veniez de poser le pied dans un haut lieu de l'histoire. Dans l'ombre, le personnel obéissait à une hiérarchie aussi stricte qu'invisible. Aux loges, le concierge régnait en maître, dépositaire des secrets intimes de chaque invité. Qu'il s'agisse de caprices culinaires, de fragilité passagère ou d'idylle clandestine, il gérait tout avec le même silence impénétrable. En salle, les maîtres d'hôtel régnaient sur leur table avec l'autorité de chefs de guerre. Leurs mémoires infaillibles gravaient les moindres désirs de placement de leurs habitués, tout en gardant une trace indélébile des gratifications versées, qu'elles fussent princières ou mesquines. Ce savoir invisible se muait en un balai de services ultra personnalisés, ajusté au millimètre selon le rang et le statut de celui qui s'attablait. Dehors, les portiers faisaient le guet, imperturbables sentinelles défiant le cycle des saisons. Pour eux, l'étouffante fournaise estivale ou le fouet des blizzards hivernaux n'exigeaient qu'une seule et même posture, la dignité. Avant même d'apercevoir un visage, le simple écho d'un pas leur suffisait pour identifier un habitué.
Leur art de héler un taxi, d'un mouvement d'une grâce absolue, cachait des décennies de maîtrise invisible. Franchir le seuil sous l'égide d'un portier d'exception tenait du rituel sacré. L'absence du gardien familier laissait un vide que chaque visiteur ressentait instantanément. Cette immuabilité était vitale. Derrière ces murs, une poignée d'âmes établies à demeure avait tissé une micro-société secrète, totalement coupée du monde. Les veuves fortunées régnaient en maîtresse sur ce microcosme. Des épouses endeuillées à la tête d'empires financiers colossaux, bien trop lourds à porter en solitaire. Élire domicile au palace effaçait les tourments d'une propriété classique. Adieu les tracas liés aux domestiques, les soucis d'entretien ou l'angoisse de l'isolement au cœur d'immenses demeures désertes. L'escadron de l'établissement veillait au moindre grain de sable, offrant par la même occasion une chaleur humaine ininterrompue. Suspendus dans les étages supérieurs, ces locataires de prestige façonnaient leur antre. Certains faisaient venir des pièces de mobilier ancestral, arrachées à leur manoir d'origine. D'autres se laissaient porter par l'élégance des lieux, se contentant d'y parsemer quelques clichés intimes et des ouvrages cornés. Quelle que soit l'approche, ces écrins d'emprunt devenaient de véritables havres de paix. Ces alcôves ont entendu les premiers cris de nouveau-nés et recueilli le dernier souffle des aïeux. Les décennies glissaient, silencieuses, sur ces mêmes tapisseries. Nos cœurs mondains battaient au rythme de la cour des palmiers. L'heure du thé y sonnait à 16 heures tapantes, réglée comme une horloge céleste. L'argenterie rutilante et la porcelaine fine trônaient sur un linge immaculé, sous la protection de la légendaire verrière. Là-haut, la lumière jouait une partition mouvante, dictée par les caprices du ciel et la ronde des saisons. Les averses peignaient la salle de nuances mélancoliques, tranchantes avec l'éclat des jours radieux. Les fidèles y voyaient un langage secret qu'ils se plaisaient à déchiffrer ensemble. Ce jardin intérieur vivait en autarcie, bercé par sa propre pulsation. Les élégantes s'y murmuraient des secrets indicibles, des confidences qui n'auraient jamais franchi les lourdes portes du bâtiment. C'est entre deux gorgées de thé noir que se scellaient les promesses de mariage, bien avant que la presse n'en ait le moindre écho. Les ruptures fracassantes se chuchotaient en beurrant des toasts, tandis que les tractations boursières se négociaient à demi-mot, dans un jargon indéchiffrable pour les oreilles indiscrètes. La salle opérait comme une véritable bourse au secret, un marché de l'ombre où le prestige social faisait office de monnaie trébuchante. Le salon aux chênes, quant à lui, obéissait à des lois bien distinctes. Dans ce bastion patriarcal, les boiseries sombres engloutissaient aussi bien l'éclat du jour que le brouhaha des conversations. Autour de festins pantagruéliques et de spiritueux corsets, ces messieurs tissaient leur toile commerciale. Il fallut attendre l'année 1969 pour que l'enceinte ne tolère enfin la présence féminine. Pendant 6 décennies, le lieu s'est érigé en forteresse inviolable pour la gent masculine. Un sanctuaire où les pactes se forgeaient, à l'abri de tout regard féminin. Cette ségrégation paraît aujourd'hui insensée, mais elle relevait alors de l'évidence absolue. Le bar boisé, juste à côté, appliquait d'ailleurs une doctrine identique. Dès la fermeture de la bourse, la fine fleur du droit et de la finance s'y donnait rendez-vous. Au creux de fauteuils capitonnés, pensés pour l'éternité des débats, ils décortiquaient le tumulte de la journée. Les fresques murales déployaient des paysages bucoliques, offrant une contradiction saisissante face à la frénésie métropolitaine des palabres qui résonnaient en contrebas. Ces requins de la finance, prisonniers de leur gratte-ciel de verre, trouvaient un étrange réconfort dans ces prairies et sous-bois immobiles. À la tombée de la nuit, le salon persan prenait le relais des festivités. Ce cabaret niché au cœur du palace devenait l'épicentre du tout venant mondain, un théâtre des vanités où l'on venait virevolter et parader. Eartha Kitt y a prêté sa voix envoûtante à l'aube de sa gloire. Quant aux apparitions d'Hildegarde, elles attiraient des foules parées de leurs plus beaux atours. L'espace s'articulait autour d'une piste et d'une estrade, encerclée de tables où l'on sablait le champagne tout en jouant l'indifférence face à la beauté des voisins. Observer en cachette et s'exhiber en pleine lumière résumait l'essence même du lieu. Plus loin, la grande salle de bal abritait des réceptions qui faisaient couler l'encre des chroniques mondaines d'un océan à l'autre. C'est sous ces ors que les jeunes héritières faisaient leurs premiers pas dans la haute société.
Les soirées de bienfaisance y drainaient des millions pour des œuvres triées sur le volet. Les mastodontes de l'industrie y gratifiaient leurs dirigeants de nuits fastueuses, réglées avec une grâce millimétrée. La jauge pouvait engloutir plus de 1000 convives. L'entretien de ces seuls lustres de cristal mobilisait une escouade d'artisans à plein temps. Le romancier Truman Capote avait saisi la puissance symbolique des lieux, les élisant pour son mythique bal en noir et blanc de novembre 1966. L'inventaire des invités faisait les gros titres bien avant que ne résonnent les premiers violons. 500 privilégiés reçurent le sésame pour ce que la presse avait déjà baptisé la fête du siècle. Dans un élan d'audace, l'écrivain fit se côtoyer des icônes du grand écran et de modestes paysans du Midwest. Il prit même un malin plaisir à placer Frank Sinatra aux côtés de dames qui ignoraient tout de son existence. Cette nuit de légende a imposé une vérité implacable. Tenir les rênes de cette majestueuse salle revenait à tenir la haute société new-yorkaise au creux de sa main. L'édifice agissait comme un aimant sur les figures de proue de chaque époque. L'auteur F. Scott Fitzgerald y multiplia les séjours tout au long des années folles de 1920. Il avait transformé le bâtiment en son théâtre privé. Une nuit de débauche, l'écrivain s'effeuilla avant de plonger tête la première dans les eaux de la fontaine Pulitzer, juste devant l'entrée. La direction s'empressa de le bannir de ses murs. Une sanction qui n'eut d'autre effet que d'enchanter le romancier, manifestement ravi de ce tapage. Ce coup d'éclat vint forger un peu plus son mythe. Puis, en février 1964, le débarquement des Beatles changea ce sanctuaire de quiétude en une arène médiatique délirante. Une marée humaine assiégea le bâtiment pendant des journées entières, tandis que les forces de l'ordre luttaient désespérément pour éviter le chaos. Le quatuor transformait des appartements jadis réservés à d'austères patrons d'industrie en salles de presse improvisées. Les hurlements d'adolescentes en transe déchiraient des couloirs bâtis pour étouffer le moindre murmure. Le vieux palace n'avait jamais affronté une telle tempête. Face à l'ouragan, l'équipage en uniforme s'ajusta avec cette maestria qui faisait sa renommée. L'architecte Frank Lloyd Wright, pour sa part, y prit ses quartiers de nombreuses années, le temps d'esquisser les plans du célèbre musée Guggenheim. C'était un torrent ininterrompu de récriminations contre le vacarme, la qualité du service ou les tarifs. 100 fois, il hurla qu'il ferait ses mal. Il ne les boucla jamais. L'établissement fermait les yeux sur ses caprices extravagants, pleinement conscient que l'aura de ce génie apportait une indéniable touche de prestige à l'endroit. Les illustres bâtisseurs qui y trouvaient refuge faisaient de ce palais le sanctuaire incontesté des esthètes. Les grands de ce monde y convergeaient. Pour les souverains étrangers, aucune autre porte n'était digne d'être franchie dans toute la métropole. Sous les ors de la salle de bal, les dirigeants politiques de tous bords se croisaient, tandis qu'autour d'un dîner, les maîtres de l'industrie redessinaient l'économie mondiale. L'établissement faisait office de terre d'asile diplomatique, un terrain neutre où les pires adversaires pouvaient parlementer sans jamais perdre la face. Le silence y était d'or, scellant la légende du lieu. Pourtant, ces artisans de l'ombre qui insufflaient la vie à ce microcosme restaient des héros invisibles. Femmes de chambre lissant les draps avec la même grâce pendant des décennies, garçons d'ascenseur devinant l'étage de chaque âme sans échanger la moindre parole. Au fourneau, une armée silencieuse orchestrait des milliers de festins avec une précision d'orfèvre. Ce savoir-faire d'excellence se murmurait à l'oreille de la nouvelle génération, telle une initiation secrète. La sagesse du métier s'enracinait au fil du temps. Des lignées entières de serviteurs avaient lié leur destin à ces murs ancestraux. L'uniforme se transmettait de père en fils, pendant que les filles emboîtaient le pas de leur mère dans l'intimité des couloirs. Ce joyau appartenait dans l'âme à ceux qui n'en possédaient aucune part. Habités par un honneur pur, ils défendaient l'excellence, défiant les valses directoriales et les tempêtes financières. Kay Thompson a su figer cette essence impalpable en donnant naissance au personnage d'Héloïse en 1955. À travers ses pages enfantines, on découvrait une petite fille élisant domicile en ces lieux grandioses, transformant le palace en un vaste terrain d'aventure. Là où les adultes avançaient à pas feutrés, elle courait à perdre haleine. Les alcôves secrètes et les dédales oubliés n'avaient aucun mystère pour elle. Une complicité tendre la liait au personnel,
véritable partenaire de ses frasques quotidiennes. L'ouvrage s'est envolé à des millions d'exemplaires, semant dans l'imaginaire d'innombrables enfants le fantasme d'y dormir un jour. Ce conte touchait les cœurs car il puisait sa force dans la vérité, car le palace abritait bel et bien des univers parallèles. Dans l'ombre des dorures ostentatoires palpitait la vie secrète d'une communauté soudée. Les locataires de toujours empruntaient des labyrinthes ignorés des voyageurs de passage, tandis que les employés glissaient à travers des artères invisibles aux yeux des visiteurs. Une mosaïque de réalité se superposait sous un seul et même toit, l'édifice embrassant chaque destinée. Un demi-siècle durant, cette forteresse parut invulnérable face au temps. Le balai quotidien semblait immuable, la perfection incontestable. Les fidèles revenaient au fil des années, toujours accueillis par le sourire des mêmes portiers. Les mêmes maîtres d'hôtel devançaient leurs moindres désirs, sous la même lueur cristalline traversant la verrière du Pan Court. De cette merveilleuse monotonie naissait une pépite. Un sanctuaire où les horloges ralentissaient, une forteresse imperméable à la fureur du monde extérieur. Toutefois, la poésie d'un palace se heurte inévitablement à la froideur des affaires. L'envers du décor est fait de bilans financiers, d'actionnaires exigeants et de comptes trimestriels. Préserver un tel niveau de magie exige une injection de capitaux perpétuels. Puis, dans les tourments des années 70, les registres comptables chuchotèrent une sombre prophétie. Mais l'histoire du rachat avait déjà commencé en 1943, lors de la toute première passation de pouvoir. À cette époque, Conrad Hilton s'était emparé de ce trésor, un trophée de plus dans sa féroce conquête du continent américain. Cet empire s'était forgé sur les ruines de la Grande Dépression, en rachetant des murs à l'agonie. Pourtant, ce joyau new-yorkais était loin d'être en perdition. Il rayonnait de prestige. Plus que la pierre, c'était le mythe que le mania convoitait, abordant cette institution non pas comme une œuvre d'art, mais comme une simple équation de rentabilité. Sa logique d'entreprise reposait sur une mécanisation impitoyable, pensée uniquement pour gonfler les bénéfices. D'un établissement à l'autre, on dupliquait les mêmes livres de compte, les mêmes protocoles d'apprentissage, les mêmes objectifs chiffrés. Une formule magique pour les relais routiers, mais qui venait violemment heurter l'âme d'une maison ayant forgé sa propre identité pendant 4 décennies. La métamorphose fut d'abord insidieuse. Des postes furent fusionnés. Des brigades, autrefois souveraines, durent plier l'échine face aux nouvelles hiérarchies corporatistes. Les gardiens de la tradition, ces vétérans aux cheveux gris, virent leur artisanat balayé d'un revers de main. Les nouveaux maîtres des lieux ne juraient que par l'uniformité, cherchant à fondre ce monument dans le moule de leur chaîne hôtelière. Le charme unique du palace était perçu comme une anomalie à corriger. Quelques coutumes traversèrent les tempêtes. L'heure du thé rythmait toujours le Palm Court, et les portes du Oak Room restaient fermées à la gent féminine. Les âmes sédentaires habitaient toujours leurs appartements grandioses, mais une saveur amère flottait désormais dans l'air. C'était le règne des économies de bout de chandelle, des étoffes un peu moins nobles, un cérémonial légèrement expédié, des bras en moins pour accomplir toujours plus de tâches. Prises isolément, chaque concession paraissait dérisoire. Mais mises bout à bout, elles fracturèrent l'essence même de l'endroit. C'est ainsi qu'en 1953, la bâtisse fut cédée à A.M. Sonnabend, un géant de l'immobilier, pour la somme vertigineuse de 15 millions de dollars. Cet homme connaissait la mécanique de l'accueil, mais il ne voyait dans ces cathédrales du luxe qu'un tas de briques, plutôt qu'un patrimoine vivant. Sous son égide, l'endroit fut tenu d'une main habile, mais sans la moindre once de passion. Les rouages continuaient de tourner. Le niveau de confort se maintenait dans une terne stagnation. Puis, l'ombre des années 70 s'abattit sur New York, plongeant la ville dans les ténèbres. Le spectre de la banqueroute planait sur les mairies, la violence gangrenait les rues. Les nantis désertèrent pour les banlieues vertes, tandis que les empires financiers fuyaient vers des horizons plus cléments. Celle qui trônait jadis comme l'épicentre de l'univers n'était plus qu'un coupe-gorge en plein déclin. Les visiteurs s'évaporèrent, les voyageurs d'affaires modifièrent leurs itinéraires. Ce désastre frappa le grand hôtel en plein cœur, vidant cruellement ses somptueuses chambres. La population d'habitués s'éteignait à petit feu,
sans laisser d'héritier pour prendre la relève. Face à l'insécurité grandissante des rues new-yorkaises, la jeunesse dorée fuyait l'idée même d'y fonder un foyer. L'exode les poussait plutôt vers les banlieues cossues du Connecticut ou les paysages paisibles de Westchester. Ces immenses appartements, autrefois théâtre de sagas familiales, se transformaient en mausolées silencieux au rythme des enterrements. Pourtant, la chute vertigineuse des revenus n'arrêtait en rien l'hémorragie financière liée à l'entretien des lieux. Ce colosse de pierre exigeait des soins de chaque instant. Les entrailles de plomberie se rongeaient de rouille, tandis que les nerfs électriques réclamaient une réfection totale. Attaquée par les intempéries, la robe de calcaire s'effritait inéluctablement. Même les lustres de légende imploraient l'intervention minutieuse d'artisans spécialisés pour retrouver leur éclat d'antan. Maintenir en vie un édifice de 80 ans engloutissait de fortune, sans commune mesure avec les budgets des constructions contemporaines. Chaque nouvelle saison charriait son lot d'avaries ruineuses. C'est dans ce gouffre que le groupe Westin jeta son dévolu sur l'établissement en 1975. Encore un empire bureaucratique, imposant sa froide mécanique de procédures uniformisées. Si l'acquéreur n'avait pas l'héritage historique de son prédécesseur Hilton, ses méthodes, hélas, s'en approchaient cruellement. Le rendement devenait le maître mot, l'uniformité de la marque, une religion. L'âme singulière du palace, si vendeuse sur les brochures en papier glacé, se muait en véritable cauchemar pour la logistique du quotidien. Tapis dans l'ombre, les figures historiques des lieux observaient cette mutation avec un frisson d'angoisse. Chaque changement de pavillon apportait son cortège d'interdits inédits, brimant les libertés d'une poignée d'irréductibles dans des salons qu'ils considéraient comme leur foyer depuis plusieurs décennies. Les visages familiers cédaient la place à une domesticité anonyme, ignorante des lourds secrets et des généalogies qui peuplaient les couloirs. Au sommet, des directeurs fraîchement débarqués ne voyaient plus en ces doyens que de simples épines dans leurs pieds, oubliant qu'ils étaient le cœur battant de la maison. Toutefois, la loi offrait à certains d'entre eux un bouclier inespéré. Protégés par les décrets new-yorkais sur le plafonnement des loyers, quelques anciens locataires s'accrochaient farouchement à leurs murs, rendant leur expulsion virtuellement impossible. Impossible également de faire flamber la note de leur baux. Ces gardiens du temple brandissaient des prérogatives qui agaçaient profondément les nouveaux seigneurs des lieux. Une guerre d'usure, opposant des locataires sanctuarisés à des investisseurs assoiffés de profit, allait couver et s'embraser inexorablement au fil des décennies à venir. C'est en 1969, sous la contrainte implacable de la justice, que l'illustre salon de Chêne ouvrit enfin ses portes à la gente féminine. Ce bastion de la ségrégation masculine, érigé en norme suprême durant 6 décennies, dévoilait brusquement son visage le plus archaïque. La ligne de mire avait été tracée par l'Organisation nationale pour les femmes, qui fit du mythique bâtiment le théâtre exclusif de ses frondes militantes. Les poursuites s'amoncelaient inlassablement. La forteresse dut hisser le drapeau blanc, laissant les pionnières s'attabler sous les boiseries aux grandes dames de quelques patriarches bougons. La pilule fut pourtant avalée sans heurts par la grande majorité, mettant en lumière une vérité crue. Les dogmes que l'on croyait gravés dans le marbre finissent toujours par voler en éclats sous le vent de la pression populaire. Ces rituels prétendument immémoriaux n'étaient au fond que de simples préférences, des conventions friables que le souffle du changement pouvait balayer à tout instant. Mais cette onde de choc allait déborder largement de la seule question de l'égalité des sexes. Elle remettait en cause la matrice même régissant la vie du palace. Parallèlement, en 1969, un décret providentiel vint draper l'édifice d'un manteau d'inviolabilité. En inscrivant à son registre prestigieux, la Commission new-yorkaise de sauvegarde du patrimoine sacra ses façades monuments historiques, soumettant la moindre altération architecturale au diktat absolu de ses experts. Fini le démantèlement sauvage des blocs de calcaire. Hors de question de troquer les emblématiques fenêtres contre de pâles imitations. La cuirasse du palais était désormais invulnérable face aux appétits mesquins d'acquéreurs soucieux de tirer sur les coups de restauration. L'armure législative fut étendue aux joyaux intérieurs en 1986, plaçant la cour des Palmiers, le salon de Chêne, la grande salle de bal et la cour aux terrasses sous cloche. Ces sanctuaires fastueux gagnèrent le statut de trésors intérieurs préservés, interdisant formellement l'ablation
ou la dénaturation de leurs chefs-d'œuvre séculaires. Du dais de vitraux polychromes au lambris sombre, en passant par la dentelle de plâtre ornementale, tout tombait dorénavant sous l'aile protectrice de la justice. Ce label patrimonial offrait aux défenseurs de la mémoire une arme redoutable pour faire barrage aux tribunaux à la moindre velléité de modernisation. Un filtre de validation extrêmement rigoureux voyait le jour, imposant l'œil inquisiteur des spécialistes sur chaque esquisse. Symboliquement, l'hôtel s'affranchissait de ses propriétaires sur le papier pour devenir le bien spirituel d'une nation tout entière. Ce temple dépassait désormais de très loin la simple arithmétique de son tiroir-caisse. Malheureusement, ce bouclier comportait des failles immenses. S'il empêchait la démolition pure et simple, il n'imposait nullement l'obligation de soigner le grand blessé. Aucun juge ne pouvait forcer la main d'un magnate de l'immobilier pour l'obliger à investir, ni stopper l'hémorragie silencieuse de l'abandon. Un rapace obsédé par la rentabilité financière n'avait qu'à croiser les bras et contempler le pourrissement insidieux de ces salles sacrées sans débourser le moindre centime. Le glaive législatif interdisait certes le fracas des boulets de démolition, mais demeurait pitoyablement impuissant face aux morsures invisibles du temps qui passe. De plus, les tribunaux s'arrêtaient aux portes de l'impalpable. L'âme vibrante des lieux, cette alchimie indicible forgée par des générations entières d'artisans et de valets, passait systématiquement entre les mailles du filet. La fraternité silencieuse de cette bourgeoisie enracinée, tout comme l'élégance légendaire du service qui reléguait la concurrence au rang d'amateurs, était abandonnée à leur triste sort. Ce capital immatériel demeurait cruellement orphelin sur le plan juridique. Un patron sans scrupules pouvait vampiriser la magie du lieu tout en saluant froidement les normes de préservation architecturale. Au beau milieu des années 1980, l'institution s'était transformée en simple prise de guerre. L'aura mondaine de son nom masquait de plus en plus mal un bilan comptable moribond. Le vieux monarque s'essoufflait dans la guerre sans merci que lui livraient les étoiles montantes du luxe. Avec leurs infrastructures flambant neuves, ses concurrents de verre et d'acier offraient une opulence technologique que le mastodonte centenaire ne pouvait frôler qu'au prix d'interventions titanesques. Désormais, la clientèle des hauts dirigeants troquait volontiers le mythe historique pour la pure efficacité moderne. Quant à la vieille garde des locataires, sa rente fidèle ne suffisait amplement plus à éponger le gouffre de l'exploitation. Dans la pénombre, les requins de la spéculation flaraient déjà le sang. La bâtisse trônait fièrement sur l'une des intersections les plus courues et les plus inestimables de la presqu'île de Manhattan. Au diable la sauvegarde de la légende! La terre dorée sur laquelle s'enfonçaient ses fondations valait à elle seule la promesse d'une richesse infinie. Les suites, autrefois offertes aux voyageurs, risquaient de se muer en luxueux appartements privés, tandis que les majestueux salons de réception semblaient voués à n'être que de vulgaires boutiques. Chaque parcelle de ce lieu emblématique menaçait d'être pressée comme un citron pour en tirer le moindre centime d'usufruit. C'est dans ce climat incertain que le palace fut mis aux enchères en 1988. Les prétendants se bousculèrent au portillon, malgré une mise à prix vertigineuse dépassant les 400 millions de dollars. Une telle rançon n'offrait rien de moins que le blason hôtelier le plus mythique des États-Unis. Mais ce joyau était livré avec ses propres chaînes. Des sanctuaires classés au patrimoine, intouchables et farouchement protégés contre la moindre altération architecturale. Le futur maître des lieux allait également hériter de résidents à vie, armés de droits inaliénables, tout en endossant le fardeau d'une bâtisse historique dont l'entretien exigeait des fortunes colossales. Cet édifice de légende réclamait un gardien conscient de son âme. Un mécène doté d'une fortune assez vaste pour la restaurer dans les règles de l'art. Il lui fallait un visionnaire capable d'aimer ce monument au-delà de la froideur des tableaux de rentabilité. Une âme prête à embrasser les lourdes contraintes du patrimoine et les droits des locataires. Une personne dévouée à sauvegarder l'essence même de ce qui rendait cet endroit si magique. Au lieu de cela, le destin lui imposa Donald Trump. Le magnat de l'immobilier s'offrit l'institution en mars 1988, signant un chèque pharaonique de 407 500 000 $. À cette époque, jamais un tel pont d'or n'avait été dressé pour un seul et unique établissement. Le nouveau propriétaire convoqua la presse en grande pompe pour clamer sa victoire. Sous les crépitements des flashs,
il jura de rendre au palais son éclat d'antan. Son serment absolu, forgé de toutes pièces, le plus majestueux des palaces, à l'échelle du globe. Le chant des sirènes était envoûtant. Mais le réveil allait s'avérer d'une toute autre brutalité. Les fondations financières du projet portaient déjà les germes du chaos. Pour s'offrir ce bijou, l'investisseur avait bâti une montagne de dettes, empruntant la quasi-totalité de la somme exigée. Il s'était appuyé sur des obligations à haut risque, ces fameux titres poubelles dont les taux d'intérêt crevaient le plafond des 14%. Le simple remboursement de ces créances exigeait des bénéfices dantesques avant même d'espérer survivre. L'équation mathématique tenait du mirage. Elle ne pouvait fonctionner qu'au prix d'une explosion fulgurante et immédiate des recettes de l'établissement. Les experts des marchés financiers criaient à l'utopie pure. Balayant leurs craintes d'un revers de main, le milliardaire afficha cette arrogance inébranlable qui faisait sa signature. Il couronna son épouse, Ivana, à la tête de cet empire de marbre. Sur le papier, sa rémunération se limitait à $1 symbolique par an, agrémenté du droit de s'offrir des robes sans la moindre limite de budget. Ce coup de théâtre fit les choux gras des médias. Forte de son expérience à la direction d'autres fleurons de l'empire familial, elle comptait bien appliquer sa poigne de fer à ce nouveau royaume. Dans les coulisses, les gardiens du temple, ses employés fidèles depuis la première heure, observèrent ce changement de règne avec des sueurs froides amplement justifiées. La tempête ne tarda pas à s'abattre. En l'espace de quelques semaines, le couperet des restrictions budgétaires tomba. Aux yeux du grand patron, l'armée de serviteurs du palais n'était qu'un gaspillage intolérable. Les postes fondirent comme neige au soleil, tandis que des services entiers se virent fusionnés dans une logique de rentabilité pure. Des piliers de l'établissement, fidèles au poste depuis des décennies, furent priés de faire leur carton. Toute la mémoire vivante et l'élégance de l'institution franchirent la porte avec eux. Le nivellement par le bas ne s'arrêta pas là. Les petites attentions et les luxes discrets qui faisaient le bonheur des visiteurs se volatilisèrent l'un après l'autre. Cette minutie légendaire, cette perfection qui écrasait la concurrence, s'effrita inévitablement sous le poids d'un personnel exsangue, contraint d'absorber des charges de travail titanesques. Les habitués des lieux ne s'y trompèrent pas une seule seconde. Seuls les nouveaux venus, innocents et sans repère d'antan, restaient aveugles à la tragédie. Là où les novices s'émerveillaient des dorures, les fidèles pleuraient un naufrage. C'est alors que le magnat dévoila son projet choc. Dépecer des pans entiers de l'édifice pour en faire de luxueuses copropriétés. Les somptueuses suites perchées au sommet allaient se muer en demeure pour milliardaires. Le moindre appartement s'arracherait à prix d'or, dépassant l'entendement. Cette métamorphose promettait une pluie de billets verts salvatrice sur le moment, mais elle amputait de manière irréversible la capacité d'accueil hôtelière. Le palace voyait son envergure se ratatiner à vue d'œil, saigner à blanc pour renflouer les coffres de son nouveau maître. Les locataires historiques virent le couperet s'approcher à grands pas. Si les chambres de passage devenaient des forteresses de luxe, leur propre foyer se retrouverait très vite dans le viseur. Leur beau aux tarifs gelés leur servait de bouclier légal contre l'expulsion pure et simple. Toutefois, une guérilla psychologique insidieuse menaçait de transformer leur quotidien en un véritable enfer. Il est de coutume, dans l'ombre des grands rachats immobiliers, de pousser les occupants à bout jusqu'à ce qu'ils jettent l'éponge d'eux-mêmes. Mais ces irréductibles décidèrent de sonner la révolte pour défendre leur sanctuaire. La foudre judiciaire s'abattit sans crier gare. Les locataires inondèrent les instances de plainte, dénonçant un délabrement sciemment orchestré de leur environnement. Ils traquèrent la moindre faille, consignant scrupuleusement chaque entorse aux règles d'urbanisme. Pas une seule modification ne passa sans qu'ils ne montent aux barricades juridiques. En face, la garde rapprochée du magnate riposta avec une férocité mordante. La guerre froide entre les instances dirigeantes et les résidents muta en un conflit à couteau tiré. Faisant fi des vents contraires, le chantier de luxe poursuivit son implacable avancée. Des cohortes d'ouvriers commencèrent à éventrer les artères du bâtiment historique. Les espaces furent repensés et magnifiés par la truelle, pendant que des agences immobilières déroulaient le tapis rouge aux ultra-riches, avides de s'offrir le prestige absolu d'une telle adresse. Certains de ces joyaux trouvèrent preneurs pour la somme vertigineuse de plus de 10 millions de dollars.
Cette manne providentielle adoucit le fardeau des créances asphyxiantes. Cependant, chaque vente actait la disparition définitive d'une chambre génératrice de profits constants. De son côté, l'exigeante Ivana tenait les rênes de la gestion quotidienne avec une efficacité quasi martiale. Les survivants de cette époque évoqueront plus tard une atmosphère de terreur continue. La perfection n'existait jamais. Seul comptait le massacre perpétuel des dépenses. L'exigence de l'excellence devenait une farce cruelle face à des ressources taries. Le fossé se creusait de jour en jour entre les caprices de l'Olympe et la réalité de ceux qui suaient sang et eau pour faire tourner la machine. Comme si la tempête interne ne suffisait pas, une guerre d'ego féroce avec Leona Helmsley vint rajouter une couche de venin au tumulte ambiant. Cette redoutable matriarche régnait sur le Park Lane, fièrement dressée de l'autre côté de l'avenue. Les deux forteresses se livraient une bataille sans merci pour séduire la même noblesse dorée. Les deux souverains de l'immobilier se vouaient une haine viscérale et profondément intime. Leurs règlements de compte éclaboussaient les unes de la presse à scandale, rythmés par d'interminables coups de bazooka judiciaire. Ce théâtre d'ombre aussi bruyant que vulgaire offrait le parfait écran de fumée pour masquer les fissures béantes qui menaçaient, chaque jour un peu plus, la pérennité de l'illustre institution. En l'an 1989, la justice finit par rattraper Helmsley pour évasion fiscale. Sa réplique tristement célèbre, affirmant que l'impôt n'était réservé qu'aux gens de rien, fit l'effet d'une bombe dans tout le pays. Si cette condamnation écartait une concurrente de taille, l'homme d'affaires restait englué dans ses propres abysses. Qu'importe les déboires du voisinage, le Plaza de son côté suffoquait lentement sous un océan de dettes. À l'aube de l'année 1990, l'établissement devait la somme faramineuse de 250 millions de dollars à ses créanciers. Les seuls intérêts dévoraient bien plus que les maigres recettes du palace. Pour s'offrir ce joyau, le nouveau maître des lieux l'avait lesté d'un passif insoutenable. Désormais, l'implacable loi des chiffres reprenait ses droits. Aucune cure d'austérité ne parviendrait à combler ce gouffre financier, d'autant que le marché des obligations à haut risque volait lui-même en éclats. L'âge d'or des rachats à crédit, celui-là même qui avait nourri ses ambitions démesurées, s'achevait dans un fracas retentissant. Les empires bâtis sur des emprunts toxiques s'effondraient les uns après les autres, entraînant dans leur chute les banques imprudentes qui faisaient face à des saignées colossales. L'écosystème artificiel qui avait rendu cette acquisition possible s'était évaporé, tandis que, par un funeste effet domino, les autres joyaux du milliardaire vacillaient à leur tour. À Atlantic City, ces temples du jeu ployaient sous les mêmes chaînes financières, et sa compagnie aérienne Clump Shuttle laissait échapper ses ultimes réserves d'oxygène. Ses résidences somptueuses et son yacht de luxe se muaient en gouffre béant, exigeant un entretien pharaonique sans jamais rien rapporter. Ce royaume de papier, sculpté dans l'endettement, se fissurait de toutes parts. Dans les couloirs du Plaza, les employés assistaient, impuissants et le cœur serré, au lent naufrage. Personne n'était dupe de la tragédie en cours. Sous leurs yeux, les outrages du temps s'accumulaient, ignorés par une direction aux abois. Chaque économie de bout de chandelle résonnait comme un glas, légitimant la peur du licenciement chez ces hommes et ces femmes qui, pour la plupart, avaient offert leur vie entière au palace. Ce lieu était leur unique refuge. Quant aux résidents à l'année, ils respiraient au quotidien ce parfum de décadence. Les appels à la réception résonnaient dans le vide. Les moindres réparations s'étiraient sur des semaines entières, et les survivants du personnel erraient comme des âmes en peine, vidés de toute illusion. L'âme véritable des lieux, cette chaleur humaine qui rendait la vie au palace si poétique, n'était plus qu'un lointain souvenir. Face à l'impensable, les locataires fortunés préparèrent leurs valises, tandis que les gardiens du patrimoine historique américain commençaient à tirer la sonnette d'alarme. Si la loi protégeait théoriquement la noblesse des murs, aucune législation ne pouvait empêcher l'abandon de ronger les trésors classés de la bâtisse. Les infiltrations insidieuses et le mépris de l'entretien menaçaient d'effacer à jamais des ornements architecturaux irremplaçables. L'exigence légale d'entretenir ce joyau se heurtait au mur de la réalité. Comment contraindre un propriétaire qui plaidait la détresse financière? Loin des coulisses désastreuses, le magnate tissait un conte de fées médiatique. Il clamait haut et fort le triomphe du Plaza, pendant que, dans l'ombre, ses émissaires bataillaient avec les créanciers. D'une main,
il promettait de nouvelles chimères grandioses. De l'autre, il orchestrait d'impitoyables saignées dans les effectifs. Le mirage de son opulence personnelle jurait avec ses édifices prêts à sombrer dans l'abîme. Le divorce entre ses harangues triomphales et la vérité nue était consommé. Ceux qui ont survécu à cette époque évoqueront plus tard un navire ivre, où régnait une atmosphère d'anarchie absolue. Les oukases tombaient du sommet, balayant l'expertise des artisans du métier. Tenter de lire l'avenir relevait de l'impossible. Survivre à la journée dévorait toute leur énergie. C'est l'essence même de l'institution, méticuleusement forgée pendant 80 ans, que l'on assassinait à petit feu. La comparaison avec les anciens maîtres des lieux était frappante. Certes, les gestionnaires passés péchaient par leur froideur bureaucratique. On pouvait leur reprocher une certaine lourdeur administrative, mais jamais ils n'auraient osé sacrifier l'autel sur l'autel de la spéculation aveugle. Ils n'auraient jamais saigné le bâtiment à blanc pour assouvir la soif d'une dette empoisonnée. Ils n'avaient pas instauré ce climat délétère où sauver sa peau impliquait de piétiner l'héritage même du Plaza. L'approche de l'homme d'affaires préfigurait, à bien des égards, la symphonie destructrice de toute sa carrière. Capturer des trésors avec l'argent des autres. Siphonner la moindre once de richesse en un éclair. Puis laisser les ruines étouffées sous le poids des emprunts. Fuir vers la prochaine proie. Et tandis que les prêteurs s'entre-déchiraient pour les miettes, ce ballet macabre se répétait avec les casinos, les avions et tant d'autres joyaux. Le Plaza ne fut qu'une victime parmi d'autres sur ce grand échiquier. En 1992, l'agonie touchait à sa fin. Le palace était incapable d'honorer ses échéances, et son propriétaire se retrouvait totalement exsangue dans l'incapacité d'y insuffler de nouveaux capitaux. Les bailleurs de fonds, aveuglés hier par les promesses, exigeaient aujourd'hui leur dû. Le point de rupture était atteint. Restait à savoir ce que l'investisseur choisirait de sauver et ce qu'il jetterait au loup. Le verdict éclaira de façon éclatante ses véritables priorités. Il s'agissait de préserver l'illusion de son aura publique et de sauver sa propre peau dans le capital. Il laisserait les porteurs d'obligations avaler les pertes colossales. Il sacrifierait la barre du navire pourvu que l'étiquette au nom de Trump continue de briller au sommet. Le Plaza survivrait, mais telle une ombre de lui-même, tandis que les financiers paieraient au prix fort l'arrogance de ses erreurs de calcul. Au premier frimas de novembre 1992, Donald Trump dut s'incliner et abandonner l'empire du Plaza Hotel aux mains de ses créanciers. Dans la froideur de l'accord de restructuration se lisait la chronique chiffrée de sa chute. Ceux qui avaient aveuglément financé son rêve durent se contenter de 49% des parts. Si l'ancien roi de l'immobilier conservait ses 49%, on lui arrachait la direction de l'œuvre. La Citibank et d'autres prêteurs s'emparèrent des lambeaux restants. La montagne de promesses fastueuses venait d'accoucher d'un vulgaire dossier de liquidation. Ce tour de passe-passe effaça d'un trait de plume des centaines de millions d'arriérés. Les investisseurs, qui espéraient retrouver leurs fonds intacts, héritèrent simplement des cendres d'un édifice en pleine tempête. Leur montagne d'or d'autrefois s'était évaporée, réduite à une infime fraction du mirage initial. Ce sont les créanciers qui ont épongé les conséquences de son aveuglement. Cette mécanique allait d'ailleurs devenir la grande signature de son parcours. S'endetter sans aucune limite, s'effondrer avec un fracas assourdissant et laisser aux autres le soin de payer l'addition. 4 années de son règne absolu ont suffi pour graver les stigmates du déclin sur les murs de l'édifice. L'entretien, sans cesse repoussé, rongeait peu à peu les entrailles du bâtiment, tandis que les rouages vitaux, jadis choyés, sombraient dans l'oubli total. Les ornements légendaires se ternissaient lamentablement, faute des soins minutieux qui auraient pu les sauver. Les artisans de l'ombre, seuls détenteurs des secrets de ces joyaux irremplaçables, avaient été sacrifiés sur l'autel de la rentabilité. Avec leur départ, c'est tout un savoir-faire inestimable qui s'est évaporé dans la nature. Une véritable saignée avait méthodiquement décimé les rangs du personnel. Les postes effacés d'un simple trait de plume pour réduire la voilure ne revirent jamais le jour. Les survivants de cette purge durent porter sur leurs épaules le fardeau de plusieurs métiers à la fois, condamnant inexorablement l'excellence de l'accueil à n'être plus qu'un lointain souvenir. Cette mémoire collective, cette âme vibrante qui élevait le palace bien au-dessus de ses rivaux,
avait été consciencieusement anéantie. Pour les locataires à l'année, cette ère fut celle d'une tyrannie silencieuse, où chaque doléance se heurtait au mépris de la direction ou aux foudres des avocats. Privés des prestations quotidiennes qui faisaient leur confort, certains d'entre eux, épuisés par cette guerre d'usure, avaient fini par capituler et déserter les lieux. D'autres s'étaient retranchés derrière le bouclier protecteur des lois sur l'encadrement des loyers. Mais l'esprit de village, cette fraternité feutrée qui régnait jadis dans les couloirs, s'était définitivement éteint. La métamorphose de certains étages en copropriété avait défiguré à jamais l'essence même de l'institution. Ces suites qui, pendant 80 ans, avaient abrité le sommeil des voyageurs, se muaient en résidences privées pour des acquéreurs totalement étrangers à l'héritage des lieux. Leur seul et unique horizon se résumait à l'acquisition d'un code postal prestigieux, assorti de privilèges fiscaux. Le rituel du thé sous la verrière au palmier, où les légendes murmurées dans le salon de chêne les laissaient froids. Cette mutation immobilière a opéré une coupe sombre, vertigineuse dans la capacité d'accueil de l'établissement. De ces 800 chambres historiques, il n'en restait plus que 500. Le sanctuaire d'autrefois n'était plus qu'un banal immeuble résidentiel de luxe, affublé d'une simple annexe hôtelière. Ce renversement des valeurs piétinait allègrement le rêve originel de son créateur, qui n'avait eu d'autre ambition que de forger l'un des plus grands palaces du monde. Son successeur, lui, l'avait réduit à un vulgaire bloc de logement flanqué d'un hall d'entrée mondialement célèbre. Dans l'ombre, les experts financiers chiffraient déjà l'ampleur du désastre. L'aura de l'établissement vacillait lourdement face à une concurrence impitoyable, incapable de rivaliser avec les fastes flambant neufs des nouvelles adresses de la ville. La clientèle d'affaires délaissait ses murs vieillissants pour se tourner vers des havres ultramodernes, parés des dernières prouesses technologiques. Si le nom mythique conservait sa magie dans l'imaginaire collectif, l'excellence de sa mécanique, elle, n'était plus qu'une illusion de façade. Les historiens du patrimoine durent faire l'amer inventaire des vestiges et des pertes. Par chance, le sceau protecteur des monuments historiques avait épargné les sanctuaires de l'édifice. La majestueuse verrière du grand patio filtrait encore la lumière déclinante du jour, et les précieuses boiseries du grand salon défiaient toujours les affronts du temps. La splendeur architecturale de la salle de bal demeurait figée dans l'éternité. La loi avait su préserver le squelette de pierre, mais aucun décret ne pouvait sauver la grâce immatérielle qui s'en était allée. Cet art de l'hospitalité suprême s'était patiemment tissé, héritage chéri et transmis sur plusieurs générations. C'étaient ces visages familiers et bienveillants qui transformaient ces murs immenses en un véritable foyer pour les résidents. Cette alchimie humaine, fruit d'années d'abnégation, érigeait l'établissement à un rang inatteignable par les autres hôtels. Poser ses valises en ce lieu représentait une expérience quasi mystique, bien éloignée de la simple promesse d'une literie soyeuse à un carrefour new-yorkais prestigieux. Cette poésie du service avait été saccagée, réduite en cendres. Les derniers fidèles du personnel se battaient à main nue, cruellement démunis, pour tenter de sauver l'honneur de la maison. Les nouveaux maîtres des lieux avaient beau imposer de nouvelles méthodes managériales, ils cherchaient en vain à ressusciter une âme morte. Un manuel de formation pouvait certes inculquer des gestes mécaniques, mais il restait totalement impuissant à insuffler cette sagesse indicible, cette prescience subtile qui ne fleurit qu'après des décennies de dévouement absolu. L'endroit ouvrait toujours ses portes aux voyageurs, oui, mais le mythe, lui, s'était évaporé. Des voix du passé, d'anciens serviteurs meurtris, finirent par briser le silence auprès des chroniqueurs. Leurs mots dessinaient une toile sombre, étouffante, tissée d'angoisse et de chaos, sous le règne implacable du mania de l'immobilier. Ils évoquaient le vertige glaçant qui les saisissait en voyant disparaître, du jour au lendemain, les compagnons de toute une vie. L'amertume les rongeait face au lent naufrage de leur temple, tandis que la direction s'enivrait publiquement d'illusions de grandeur. Chaque confession venait noircir le funeste portrait d'un assassinat institutionnel prémédité. Les gars, dans leur mémoire, restaient gravés au fer rouge les missives intimidantes et l'acharnement glacial du harcèlement judiciaire. Ils pleuraient le départ de leurs voisins, brisés par la fatigue du combat. Ceux qui résistaient encore erraient telles les ombres d'une forteresse assiégée. Ils avaient tenu la ligne de front,
Mais le microcosme chéri qu'il tentait de protéger s'était fracturé, sans retour possible. À l'aune, la fièvre immobilière de la fin des années 80 avait ouvert les vannes d'une spéculation totalement aveugle. L'argent coulant à flot avait enfanté des conquêtes frénétiques, dénuées de la moindre logique rationnelle. Seulement, la lourde couronne que portait le géant de Manhattan exposait sa descente aux enfers à la vue du monde entier. Tel un phénix défiant toute morale, son bourreau s'extirpa des décombres de la banqueroute sans qu'aucune égratignure ne vienne ternir son aura. Et pourtant, son naufrage était d'une ampleur cataclysmique. Il venait de volatiliser des centaines de millions de dollars appartenant à ses créanciers. Il venait de meurtrir l'un des monuments les plus sacrés de l'histoire américaine. Et malgré tout, la ferveur médiatique autour de son nom perdurait, tout comme ses parts de contrôle. Ce talent de funambule, cette faculté sidérante à transformer l'abîme en tremplin, allait sculpter sa véritable légende. C'est ainsi qu'à l'aube de l'année 1993, l'édifice passa sous une nouvelle tutelle, traînant comme un boulet ses démons du passé. Si le gouffre de la dette avait été restructuré, les murs, eux, hurlaient toujours leurs besoins urgents de capitaux. Les équipes, exsangues, avaient perdu toute illusion, tandis qu'un profond traumatisme hantait les résidents historiques. Le prestige de l'établissement portait les stigmates d'années de déclin. Se relever exigeait des moyens colossaux et une dévotion absolue. Des vertus que la nouvelle direction peinait cruellement à incarner. Les spécialistes de l'hôtellerie voyaient déjà se dessiner une mécanique funeste, appelée à se reproduire. Des joyaux architecturaux, ravis par des rachats lourdement endettés, où la quête effrénée de liquidités immédiates balayait toute vision d'avenir. Des coupes sombres dans les effectifs venaient amputer l'âme et la mémoire vivante de ces lieux mythiques. Un lent délabrement, savamment dissimulé derrière le prestige d'un nom, et des campagnes de communication offensives. Le Plaza avait incarné cette chute, mais les futurs acquéreurs choisiraient d'en ignorer l'avertissement. Dans le sillage de l'ère précédente, une interrogation planait sur l'édifice. La Renaissance était-elle seulement envisageable? Un palace de cette envergure pouvait-il panser les plaies d'une destruction méthodique? Comment raviver l'excellence d'un savoir-faire anéanti par des années d'abandon? Et comment les locataires de toujours pourraient-ils accorder leur confiance à de nouveaux maîtres après avoir subi de telles avanies? Le Plaza pouvait-il renouer avec sa gloire d'avant 1988? Certes, la silhouette majestueuse du bâtiment dominait toujours la 5e avenue, aux abords sud de Central Park. Les lustres scintillaient de mille feux, les badauds immortalisaient toujours ses murs, et cette adresse de légende continuait de séduire une clientèle prête à dépenser des fortunes. Pourtant, sous la houlette de son ancien propriétaire, le palace s'était vu arracher un fragment intime de son essence. La possibilité de réparer cette blessure demeurait incertaine, d'autant que la valse frénétique des rachats ne faisait que commencer. De nouveaux investisseurs allaient surgir, les bras chargés de serments, chacun jurant avoir intimement saisi la valeur sacrée des lieux. Tous promettaient de protéger ce patrimoine tout en engrangeant les profits, entraînant l'établissement dans une ronde de transactions ininterrompues au fil des décennies suivantes. Le géant survivrait, certes, mais perdurer n'a jamais signifié prospérer. Le Plaza plongea ainsi dans la tourmente de la spéculation immobilière. Chaque repreneur débarquait avec de grands discours sur la sauvegarde et la restauration avant de céder inexorablement ses parts au suivant. Le sanctuaire hôtelier n'était plus qu'une vulgaire ligne comptable que l'on s'échangeait, dépouillé de son statut d'institution à chérir. Et le manège s'accélérait irrémédiablement. En 1995, le groupe singapourien CDL Hotels s'emparait des commandes. Une transaction évaluée à près de 325 millions de dollars. Cette entité appartenait à Hong Leong Holdings, un titan de la promotion immobilière asiatique. Dans leur bagage, ils apportaient l'afflux des capitaux étrangers et la rigueur d'une véritable gestion de l'hospitalité. Ce coup de maître consacrait le palace en tant que trophée mondialisé. Dès son arrivée, la direction singapourienne injecta des fonds pour ressusciter l'édifice. Il fallut colmater les brèches laissées béantes par le passé et moderniser des infrastructures vieillissantes. Peu à peu, une mécanique professionnelle reprenait ses droits. Si le mirage d'un retour au faste d'avant 1988 s'était définitivement dissipé. L'organigramme des actionnaires ressemblait à un labyrinthe complexe,
d'autant que l'ancien magnat new-yorkais conservait précieusement ses parts minoritaires. Bien que cet éparpillement du pouvoir entravait toute ambition d'envergure. Réunir les fonds pour des chantiers majeurs exigeait un accord unanime qui se révélait être un parcours du combattant. En l'an, l'enseigne canadienne insuffla son indéniable maestria dans l'art de diriger les établissements de grand standing. Déjà à la tête des grains mythiques comme le Waldorf Astoria ou le Savoy de Londres, cette équipe possédait la formule secrète pour marier le respect des vieilles pierres aux exigences du luxe moderne. Sous cette houlette avisée, l'établissement new-yorkais retrouva un semblant de noblesse opérationnelle. Mais la session de l'année 2004 vint de nouveau bouleverser son destin. La société de promotion israélienne Elad Properties s'offrit le bâtiment pour la somme faramineuse de 675 millions de dollars. Les nouveaux acquéreurs dévoilèrent rapidement leurs ambitions. Multiplier les résidences privées, réduisant encore l'espace accordé à l'hôtellerie traditionnelle. Les chambres de passage allaient céder la place à des appartements exclusifs, prolongeant ainsi l'héritage d'une stratégie initiée bien des années auparavant. Les gardiens du patrimoine montèrent au créneau, clamant haut et fort que cette vague de privatisation assassinait l'identité même du palace. Le joyau qui abritait jadis 800 alcôves ne devait bientôt plus en compter que moins de 300. Si le statut de monument historique sanctuarisait la façade et les moulures, il restait dramatiquement muet face à la transformation des nuitées en mètres carrés résidentiels. Faisant fi des protestations, les travaux avancèrent, dévorant étage après étage pour y forger des copropriétés. Une élite fortunée déboursait des sommes irréelles pour s'approprier une once du mythe. Certains écrins se négociaient à 30 millions de dollars, voire davantage. Un prestigieux triplex sous les toits s'envola même à plus de 50 millions de dollars. Le nom seul du plaza suffisait à dicter des tarifs stratosphériques, peu importait le sort réservé au reste de l'édifice. Ce qui survivait de l'hôtel bénéficia d'une restauration fastueuse. Les promoteurs injectèrent des capitaux colossaux pour capter les voyageurs les plus nantis de la planète. Les espaces repensés gagnèrent en volume et en opulence, entraînant dans leur sillage une inflation vertigineuse du coût du séjour. Le plaza se réinventait ainsi en un sanctuaire de l'hyperluxe, réservé à ceux capables de s'acquitter de 1 000 $ la nuit pour voir le soleil se lever sur la ville. Pendant ce temps, les locataires à l'année poursuivaient leur éreintant combat, quelques-uns trouvant encore refuge sous l'égide des lois de régulation des loyers. Leur quotidien s'écoulait dans de modestes appartements, cernés par des écrins valant des dizaines de millions. Un contraste qui frisait l'irréel. Des foyers ouvriers, protégés par des loyers encadrés, y côtoyaient des milliardaires. Le plaza abritait alors des univers économiques parallèles, condamnés à ne jamais se croiser. La guerre d'usure juridique pour les droits des locataires s'éternisa sur plusieurs années. Lassés, certains habitants finirent par accepter des accords financiers et plièrent bagages. D'autres, irréductibles, s'accrochèrent à leurs murs. Pourtant, chaque départ étiolait un peu plus l'âme d'une communauté qui donnait autrefois toute sa singularité à la vie résidentielle des lieux. L'institution était en train de remporter cette lente et cruelle bataille contre ses âmes les plus enracinées. Dans les coulisses, l'exigence impitoyable de l'hyperluxe, heurtée de plein fouet par la compression des coûts, instaurait un climat électrique permanent. Le balai des démissions s'accéléra brutalement. Cette tradition séculaire où des familles entières se transmettaient leur poste au plaza s'évapora sans laisser de traces. L'année 2012 marqua un nouveau bouleversement dans le grand livre des propriétaires. Le conglomérat indien Sahara India Pariwar s'empara des rênes en déboursant la somme vertigineuse d'environ 570 millions de dollars. Une acquisition qui fit grincer des dents. Le grand patron du groupe étant alors empêtré dans les filets de la justice de son pays, sous l'œil inquisiteur des gendarmes financiers. Cette ombre pesante planant sur la direction de Sahara ne fit qu'envenimer le sombre destin de l'établissement. Ce rachat illustrait avec une cruelle lucidité l'abîme qui séparait désormais le palace de ses nobles origines. Un joyau du patrimoine américain se retrouvait sous le joug d'un empire asiatique, lui-même traqué par les autorités à l'autre bout de la planète. Le destin de ces murs dorés se jouait désormais dans des prétoires situés à des milliers de kilomètres. Dans le grand casino de la finance mondiale, l'histoire nationale était devenue une vulgaire marchandise. Au fil des ans, l'étau se resserra autour du groupe.
Son fondateur finit derrière les barreaux en Inde, rattrapé par le scandale de ses fraudes boursières. Étranglé par ses dettes, l'entreprise chancelait. Le Plaza perdit son statut d'institution vénérable pour devenir une simple ligne comptable que l'on cherchait à liquider. Cette tempête au sommet ruisselait sur le quotidien des équipes. Si les clients n'y voyaient que du feu, les employés, eux, en subissaient les secousses de plein fouet. C'est en 2018 que Qatara Hospitality, le bras armé hôtelier du fonds souverain qatari, mit la main sur le bâtiment. La transaction aurait avoisiné les 600 millions de dollars. Le plus mythique des palaces américains tombait ainsi dans l'escarcelle d'un État du Moyen-Orient. Ce coup de maître paracheva la mutation de l'édifice, définitivement ravalé au rang de simple pion sur l'échiquier des investissements mondiaux. Le nouveau propriétaire débarquait avec une puissance de feu colossale, adossé à un fonds souverain brassant des centaines de milliards de dollars. Renflouer les caisses n'était qu'une simple formalité. Le véritable enjeu était de savoir si cet État étranger se murait en gardien du temple ou s'il céderait aux sirènes de la rentabilité. Par essence, ces gigantesques portefeuilles étatiques n'ont qu'une seule vocation: faire fructifier la richesse de leur nation. La sauvegarde du patrimoine obéit à de toute autre loi. L'histoire des dernières décennies dessinait d'ailleurs une implacable ritournelle. À chaque passation de pouvoir, son lot de belles promesses. À chaque fois, quelques timides rénovations venaient masquer une marchandisation toujours plus féroce. S'il refusait de mourir, le palace voyait son aura s'effriter et s'estomper au rythme des signatures de contrats. L'emblème absolu de l'art de vivre américain finissait par se fondre dans la masse aseptisée des complexes hôteliers mondialisés de très haut standing. Il faut tout de même saluer quelques batailles remportées. Les trésors classés de l'édifice avaient, pour la plupart, survécu à la tourmente. Le Palm Court continuait d'offrir l'heure du thé sous sa verrière mythique, tandis que les boiseries majestueuses de Lock Room bravaient la valse incessante des restaurateurs. La grande salle de bal résonnait toujours des échos de fêtes mondaines, fidèle à sa légende centenaire. La mémoire de la pierre avait tenu bon, mais d'autres cicatrices resteraient à jamais béantes. Le dédale des chambres s'était réduit à peau de chagrin, passant de 800 à seulement 280 clés. Les visages familiers des résidents à l'année s'étaient évanouis dans la nature. Avec eux, c'est l'essence même d'un savoir-faire tissé avec patience qui s'était évaporée. La mémoire vivante de l'établissement, jalousement cultivée depuis 1907, fut balayée sans remords par les incessants changements de direction. Cette épopée pour la sauvegarde illustre avec amertume les limites fragiles de la législation. On peut bien figer une façade ou des moulures sous cloche de verre, on peut même tenter d'endiguer la folie immobilière à coups de zonages urbains et de lois pour protéger les locataires. Cependant, aucun décret, aucune loi ne saurait insuffler une âme, ressusciter un art de vivre ou recréer une fraternité perdue. Cet héritage invisible ne fleurit que sous la bienveillance de gardiens constants et dévoués. Une loyauté qui a déserté le Plaza depuis trop longtemps, laissant derrière elle un reflet marqué par l'usure du temps. Il se dresse aujourd'hui comme une forteresse du luxe absolu, monnayant ses nuits à des tarifs exorbitants. Ses salons de légende brillent toujours de mille feux, et le service coche toutes les cases de la modernité. Pour les néophytes de passage, l'illusion d'un séjour parfait opère sans mal. Mais ceux qui chérissent le souvenir de la magie d'avant 1988 mesurent avec mélancolie l'étendue du désastre. Les petites mains d'aujourd'hui s'activent dans un monde à des années-lumière de celui de leurs aînés. L'esprit de famille a été froidement broyé par des protocoles d'entreprise rigides. Les manuels de formation usinent des gestes standardisés, effaçant au passage les traditions qui faisaient le sel des lieux. Certes, l'établissement s'entoure de professionnels irréprochables de l'hôtellerie, mais il a cessé de forger ces âmes du Plaza qui vouaient leur existence entière à ses couloirs. Ces dernières années ont résonné du fracas des conflits sociaux, où les voix des grévistes réclament inlassablement le droit à des salaires dignes et au respect. Ces heurts se font l'écho des tourments profonds qui secouent tout le monde de l'hôtellerie. Mais ils incarnent surtout la mue du Plaza. L'âme d'une maison de famille s'est effacée au profit d'une froide mécanique d'entreprise. Les grèves ne sont que les stigmates d'une métamorphose intime qu'aucune signature de contrat ne saurait guérir. Pénétrez aujourd'hui dans l'enceinte du Plaza. L'aura de jadis vous frôle encore.
Le hall d'accueil a su préserver toute sa démesure et sa majesté. Des fûts de marbre s'élancent vers les voûtes richement ornées, tandis que les lustres en cristal viennent semer des éclats de lumière sur le pavement immaculé. Les lieux respirent le prestige, fidèles à leur vocation depuis plus de 100 ans. Le promeneur qui en franchit le seuil pour la première fois reçoit de plein fouet l'illusion voulue par Harry Black lorsqu'il commanda cet édifice en 1905. Du côté du Palm Court, le rituel du thé de l'après-midi perpétue la tradition. Les convives prennent place sous la célèbre verrière qui tamise doucement les rayons du soleil depuis 1907. Bien sûr, la carte s'est réinventée et l'addition s'est lourdement envolée. Mais l'esprit de la cérémonie, lui, ne trompe personne. On y revêt encore ses plus beaux atours et l'on y immortalise sa présence par de nombreux clichés. L'endroit remplit sa fonction originelle, quand bien même le monde qui l'entoure a radicalement changé de visage. Le Oak Room, pour sa part, a vu défiler une myriade de gérants. Maintes figures de la gastronomie s'y sont cassées les dents en quête de rentabilité. Les boiseries, pourtant, sont toujours là, et l'essence architecturale résiste au temps. Toutefois, le salon a perdu son aura de repère viril, ce sanctuaire où, des décennies durant, se nouaient les affaires dans la pénombre. Sa vocation s'est dissoute dans d'autres usages. La filiation avec le passé n'est plus qu'une illusion matérielle, vidée de sa substance. L'accueil réservé aux visiteurs se hisse sans mal aux exigences du luxe actuel. La diminution du nombre de chambres a laissé place à de vastes suites, et le confort moderne s'est immiscé dans le moindre recoin. La technologie est infaillible. Le personnel, d'une rigueur absolue. Le voyageur en quête de standing moderne y trouvera une satisfaction sans réserve. Mais l'âme en mal de résonance historique fera face à un héritage bien plus trouble. Le tissu de résidents qui faisait vivre les murs s'est presque évaporé. Seule une poignée de locataires protégés s'accroche à ces appartements, encerclés par des copropriétés dont la valeur crève le plafond, atteignant des dizaines de millions de dollars. Leurs anciens voisins, visages familiers d'une vie entière, ont succombé ou fait leurs valises. Quant aux employés de jadis, ils ont depuis longtemps cédé la place à des bataillons d'anonymes. S'ils habitent encore le même toit, l'esprit de village qui réchauffait autrefois la bâtisse n'est plus qu'un lointain souvenir. Les prestigieux appartements qui ont phagocyté les anciennes chambres hébergent désormais un tout autre monde. De riches nababs des quatre coins du globe s'en emparent pour faire fructifier leur capital ou s'offrir un pied-à-terre éphémère. De nombreuses fenêtres restent aveugles presque toute l'année. Leurs détenteurs y font de fugaces apparitions avant de s'évanouir vers d'autres cieux dorés. L'histoire du Plaza leur glisse sur la peau. Ils ne se sont offerts qu'un code postal, tournant le dos à toute idée d'appartenance à une communauté. Harry Black ne serait sans doute pas dépaysé face à l'édifice de sa création, dont les traits extérieurs ont farouchement résisté aux injures du temps. L'arsenal juridique de préservation du patrimoine a veillé sur chaque détail architectural de ses plans. Sa toiture en cuivre patiné trône toujours fièrement au croisement de la 5e avenue et de Central Park South. Le colosse de pierre a survécu à tous les bouleversements qui ont suivi la disparition de son père. Mais l'âme de son œuvre lui échapperait complètement. Il avait enfanté un palais majestueux, un carrefour grandiose où la haute société américaine venait tisser sa légende et jouer la comédie humaine. Le plaza de ses rêves était un bouillonnement perpétuel. Voyageurs de passage, résidents fidèles et petites mains y formaient, à l'abri des regards, de véritables familles. Ce cœur battant a été impitoyablement évidé, ne laissant derrière lui qu'une somptueuse carapace. La destinée de Black résonne d'ailleurs comme une cruelle symphonie. Cet homme a parsemé l'Amérique de véritables temples d'acier et de pierre. L'Empire Fuller a élevé des tours vertigineuses qui ont redessiné la silhouette des plus grandes métropoles. Sa compagnie, l'US Realty, régnait sur un empire foncier démesuré. Son triomphe défiait la raison. Et puis, la tempête financière de 1929 l'a englouti. Le 19 juillet 1930, Harry Black mettait un terme à ses jours. Il allait sur ses 67 ans. Le bâtisseur du Plaza s'était un seul, l'âme brisée et les poches vides. Ce fil invisible lie chaque visionnaire à sa création, comme un motif récurrent de notre récit. Chester Congdon avait conçu Glenshane comme le berceau éternel de sa lignée. Sa descendance s'est finalement entredéchirée,
consumés par la fièvre de l'héritage. Harry Black avait sculpté le Plaza pour en faire la cathédrale de l'hospitalité. Ses successeurs l'ont vampirisé jusqu'à l'os, essorant la moindre goutte de son âme. Au créateur, la genèse, aux héritiers, la moisson. Et au milieu, la pierre qui nargue les hommes et survit à toutes les folies. Le mythe du Plaza bouscule nos certitudes sur l'héritage d'une nation. À qui appartient véritablement la mémoire d'un lieu? Quel fardeau incombe à ceux qui s'en proclament les maîtres? Une fortune privée peut-elle s'incliner face à l'intérêt commun? Les textes de loi peinent à trancher cette éternelle question. Les décrets de conservation figent la façade. Les plans d'urbanisme délimitent les droits et le code civil sert de bouclier à quelques locataires tenaces. Mais aucun juge ne saurait dicter l'amour du patrimoine. Nul code ne peut contraindre un propriétaire à chérir l'âme entre ses mains. Le vertige est grand entre le triomphe de la sauvegarde matérielle et le naufrage de l'institution humaine. La coupole du Palm Court défie toujours la gravité. Les boiseries du Oak Room résistent aux tempêtes. La grande salle de bal accueille les valses du monde entier, comme elle le fait depuis la nuit des temps. De tels miracles de conservation imposent le respect. Ils sont le fruit de décennies d'un combat acharné. Les sentinelles du patrimoine, en arrachant le classement historique des lieux, ont forgé une victoire indéniable. Seulement voilà, embaumer la pierre sans y insuffler l'esprit des lieux engendre des mausolées froids, bien loin des foyers incandescents de jadis. Les sanctuaires préservés du Plaza conservent une beauté à couper le souffle. Pourtant, l'âme de ces lieux s'efface peu à peu au profit du décor. Les voyageurs de passage immortalisent la cour des palmiers sans jamais saisir l'élégance perdue de l'heure du thé. On s'émerveille devant les boiseries du salon de chêne, ignorant tout des secrets et des alliances que ces murs ont abrités. Ces salons survivent désormais comme de pures œuvres d'art, plutôt que comme des cœurs battants de la vie mondaine. Aujourd'hui, l'établissement doit croiser le fer avec une hôtellerie de luxe résolument moderne. Les palaces érigés ces dernières décennies déploient des installations qu'il est physiquement impossible d'incorporer dans une bâtisse de 1907. Le globe-trotter d'aujourd'hui dicte de nouvelles règles. À la splendeur architecturale, il exige d'allier le confort absolu et la pointe de la technologie. Sur ce terrain, l'illustre adresse ne peut offrir que des compromis, son grand âge jouant à la fois le rôle de talisman et de fardeau. Reste sa présence quasi mythologique sur les écrans du monde entier. Les studios d'Hollywood versent d'ailleurs des fortunes pour s'approprier, le temps d'un tournage, ce décor de légende. Qu'il s'agisse de romances légères ou de fiction de prestige, l'hôtel incarne son propre mythe. Chaque apparition sublime la légende, masquant une réalité qui, en coulisses, ne cesse de se métamorphoser. Le fantasme sur pellicule a finalement triomphé de l'institution de chair et de sang. Ce dilemme dépasse toutefois les portes tournantes de cet unique palace. À travers l'Amérique, des milliers de joyaux patrimoniaux sont étouffés par cette même pression implacable. Ce bras de fer incessant entre le respect de la pierre et l'appétit financier se joue à chaque coin de rue. La trajectoire du Plaza n'est qu'un épilogue possible parmi d'autres. Les murs ont tenu bon. L'âme, elle, s'est évaporée. La valse des propriétaires ne s'arrêtera sans doute jamais. Les clés changeront de main, de nouveaux maîtres feront de grands serments, et certains injecteront des capitaux faramineux, tandis que d'autres saigneront l'affaire jusqu'au dernier centime. Et le manège continuera sa course folle, chaque tour de piste imposant une nouvelle vision comptable. Les uns se feront les gardiens de l'histoire, les autres les apôtres de la rentabilité. Mais la forteresse de pierre traversera les époques avec la même indifférence. Les pampilles de cristal continueront d'irradier la nuit, et les sols de marbre de refléter la lumière. Le ballet des flashs ne cessera pas dans le hall d'entrée. La célébrité de l'adresse restera intacte, son nom vaudra toujours de l'or. Pourtant, la véritable définition de ce lieu ne cessera de muter. Cet organisme vibrant qui respirait avant 1988 s'est éteint. Il ne reste qu'un hébergement hors de prix abrité dans un reliquaire historique. C'est une nuance cruciale, bien que la foule n'y voit que du feu.
L'héritage laissé par ces lieux est tissé de paradoxes. L'édifice majestueux, imaginé par Harry Black en 1907, trône toujours, altier, à la croisée de la 5e avenue et de la lisière sud de Central Park. L'excellence artisanale qu'il avait exigée à l'époque transparaît encore dans la moindre boiserie, dans le moindre ornement. Le bouclier patrimonial, arraché après des décennies de luttes acharnées, a sauvé de la destruction une architecture inestimable. Ce sont là des victoires tangibles qu'il faut saluer. Néanmoins, l'institution mondaine qu'il avait façonnée n'est plus qu'un souvenir. L'esprit de corps du personnel, forgé sur plusieurs générations, s'est volatilisé dans l'air du temps. Les familles qui y résidaient à l'année ont été chassées. Ce raffinement unique, qui le plaçait au-dessus de la mêlée, a été lissé, formaté pour s'intégrer aux standards rigides de l'hôtellerie mondiale. Ce qui subsiste aujourd'hui possède une beauté aussi parfaite que vide. Un mausolée luxueux, dénué de son âme. Seule l'enveloppe perdure. Les signatures au bas des contrats se remplacent tous les 10 ans, pendant que les cristaux continuent de scintiller. Les pierres de la façade se moquent bien de savoir à qui elles appartiennent. L'édifice se contente de survivre à l'usure du temps. Infiniment plus noble que les hommes d'affaires qui se le disputent, plus éternel que les empires financiers qui se sont bâtis ou effondrés entre ses cloisons. Tel est le véritable testament du palace le plus mythique d'Amérique. Ce ne sont pas ses maîtres qui laissent une trace, c'est sa seule architecture. Des visions de grandeur qui, ultimement, ont fini par enterrer ceux qui les avaient rêvés.